Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire dans ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Hugeron en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va revenir sur un sujet qu'on a abordé la semaine dernière parce qu'il y a eu des développements quant à l'application des règlements qui visent les lanceurs, mais là, pas seulement les lanceurs, quant à la substance utilisée pour prétendument augmenter la révolution des tirs. Bon, juste quelques données avant de commencer. Marc, je te laisserai donner des détails sur la réglementation comme telle. Semble-t-il que depuis qu'on a commencé à regarder ça de près, il y a eu quelques données. L'attaque semble en hausse. La révolution des tirs semble légèrement en baisse. En tant que statisticien, je te dirais que c'est pas bon, c'est pas une baisse qui est significative. Par contre, il y a une baisse dans tous les tirs. Ça l'est peut-être. Bon, quant à l'attaque, est-ce que c'est la cause de l'été qui s'en vient? C'est possible. Toujours est-il que là, si on s'arrête à la réglementation comme telle, ça va être appliqué et ça va être appliqué de façon sévère. Est-ce que il y a des détails qui sont sortis aujourd'hui, Marc? Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Bon, ben écoute, c'est clair que le baseball veut attaquer ce problème-là et c'est pas parce qu'on a eu quelques données au cours de la saison 2021. On est allé, du côté du baseball majeur, fouiller beaucoup plus loin que ça. On a parlé à beaucoup de monde avant qu'on réagisse. Alors, c'est pas parce qu'en 2021, tout à coup, là, on s'est aperçu que les frappeurs frappaient moins, les lanceurs avaient plus de retraits sur des prises. Alors, puis juste pour vous donner une idée, entre le 1er avril et le 5 juin, date à laquelle on a commencé à Oui. mentionner le fait que le MPP Alain combiné est à 704. Vous comprenez que l'échantillon est quand même plus élevé qu'entre le 5 juin et le 13 juin où la Mhm. donnée est sortie. Et là, l'MPP font le 740. Bon, c'est quand même significatif, Alain, parce que le nombre de présence, la moyenne de présence sur les buts n'a pas nécessairement été modifiée. Alors, c'est vraiment en termes de puissance qu'on a senti cette différence-là, d'où le MPP. Et c'est là que certains disent, ben, effectivement, il y a une baisse significative. Et comme tu as mentionné, l'espèce de données au niveau des rotations, oui, ça a diminué. Est-ce que c'était au point où c'était carrément juste ça qui fait en sorte que les lanceurs dominaient à ce point? Bon, ça reste à prouver davantage. Chose certaine, le baseball a réagi avec, disons, euh, assez de poigne, je vous dirais, parce que, bon, premièrement, c'est 10 matchs de suspension aussitôt qu'on est en mesure de prouver que. Et semble-t-il que les analyses qu'on a faites cette année, on est quand même capable d'aller chercher là, des données assez précises lorsqu'on prend une balle et qu'on remarque évidemment qu'il y a une substance. Maintenant, il y a deux subtilités dans tout ça, c'est que il se peut que la substance provienne du receveur, par exemple, ou d'un autre joueur de position. Si c'est le cas, ce joueur de position-là est aussi suspendu, mais le lanceur également. Donc, le lanceur devient très responsable lorsqu'il est au monticule de s'assurer que, entre guillemets, personne n'utilise une substance comme le spider tack, qui est la substance visée beaucoup là, dans ce dossier-là. Maintenant, une fois que tu es suspendu, Alain, là, c'est ça qui devient intéressant, c'est que tu ne peux pas être remplacé dans la formation. Donc, si par exemple un joueur est suspendu, on tombe à 25 joueurs. Alors, si vous avez 12 lanceurs, ben, vous tombez à 11 lanceurs ou peu importe. En tout cas, il y a des modifications qui peuvent être faites, mais on perd une place dans la formation. Alors, vous imaginez s'il y a deux joueurs suspendus parce que et le receveur et le lanceur sont pris en défaut, ben là, ça coûte quand même assez cher parce que déjà, beaucoup d'équipes je ne dirais pas se plaignent, mais disent qu'à 26, c'est déjà assez serré de même. Donc, le baseball qui veut vraiment enrayer ça. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire? Alain, tu es un historien du sport. Depuis le début des temps, on a du papier sablé, on a toutes sortes de techniques. Il y a des joueurs qui sont au temple de la renommée qui ont même avoué après leur carrière qu'ils ont utilisé des substances ou des éléments qui leur permettaient de graffiner la balle. Est-ce qu'on va être vraiment en mesure d'enrayer tout ça? C'est un peu comme les stéroïdes, je vous dirais. Est-ce qu'on a réussi vraiment à enrayer complètement tout ça? Ben, il y a peut-être encore des doutes, mais chose certaine, c'est un élément de toute évidence qu'on voulait attaquer et plutôt plus tard. Oui. Marc, comme frappeur, j'aimerais que tu me dises que le problème principal réside en quoi? Je sais qu'on a baissé bon, euh,
que le MPP est moins élevé, mais on manque des points quand même. Est-ce que ça va permettre d'avoir plus de balles en jeu? Je suis pas certain. La moyenne de présence sur les buts est pas mal la même. C'est le taux de contact solide là, qui a visiblement changé. Mais est-ce que ça représente un problème? Puis je reviens sur ce que tu disais et ce que j'ai entendu de la part de certains frappeurs qui préfèrent que les lanceurs aient une meilleure maîtrise de leur balle. Puis si ça prend ça, ben regarde, j'ai pas de souci plutôt que d'éviter qu'une balle échappe à un lanceur qui leur sort en plein visage. En fait, ce que tu viens de mentionner, c'est le raisonnement de beaucoup de frappeurs, évidemment. Ce que le baseball majeur a découvert, par contre, c'est que là, on a amené ça à un autre niveau. Un peu comme si on compare, exemple, le scandale des Astros, on va l'appeler ainsi, c'est que Mhm, depuis le début des temps, on trouve des moyens d'aller chercher ou deviner ou analyser les signaux de l'adversaire. On a poussé ça vraiment loin en utilisant bon, des appareils électroniques, en essayant bon, c'est là que les Astros ont poussé ça un peu trop loin. Je reviens à le cas qu'on vit actuellement, c'est que là, cette substance-là, c'est non seulement, bon, oui, il y a une adhérence, mais on ajoute davantage à ça. C'est d'où, évidemment, les rotations de balles. Alors, peut-être que la solution serait de se parler et de trouver une substance. Est-ce que c'est la résine de pain, entre guillemets, bon, améliorée? Vous savez, le petit sac blanc qu'on retrouve derrière souvent les monticules que les mhm. lanceurs ont le droit d'utiliser. Est-ce qu'on peut améliorer ce produit-là pour que justement on puisse avoir cette adhérence-là? Parce que comme frappeur, tu sais, Alain, moi, je me souviens, bon, j'ai joué, exemple, je suis un voltigeur, il est tard en soirée, ça devient très humide, le gazon devient un petit peu, bon, sans dire détrempé, là, mais bon, un coup sûr, la balle est frappée, j'ai un jeu à faire, pardon, un jeu à faire au marbre, je prends la Mhm, balle, si ça glisse, là, je ne sais pas où ce qu'elle s'en va. Là. Tu sais, je ne le sais pas. Tandis que, alors, mhm. c'est la même chose pour un lanceur. Donc, oui, j'aime le fait de savoir qu'un lanceur, moi, ça ne me dérangeait pas qu'un lanceur prenait ce fameux petit sac de résine puis qu'il s'en mettait épais sur la main. Il n'y avait pas de problème. Alors, si tu me lances une balle, j'ai que tu as un certain contrôle. Mais semble-t-il que l'on a poussé ça vraiment loin avec cette substance-là. Je ne l'ai pas testée, je ne la connais pas vraiment, mais c'est assez pour permettre au baseball majeur de réagir. Donc, j'aimerais ça qu'on se parle. J'aimerais ça que les Garrett Cole, tu sais, il y a des joueurs qui ont été un peu visés, là. Bon, les Garrett Cole, les Trevor Bauer, évidemment, ce sont des bons lanceurs. C'est moyen qu'on se parle, tu sais, qu'on on dise, écoute, les gars, on peut-tu légaliser un produit où tout le monde va être satisfait? Vous avez une maîtrise de balle, ça augmente pas de façon importante les rotations de balles, parce qu'une balle qui a plus de rotation, surtout dans les balles courbes, Alain, et même des balles rapides tombantes. On a vu des balles rapides tombantes à 100 000 à l'heure bouger de façon phénoménale. Est-ce que Oui. ça a vraiment une influence directe? Je pense qu'on a moyen, en tout cas aujourd'hui, de le prouver. Il faudrait juste s'en assurer. Mais toujours est-il que je pense que si on peut communiquer un petit peu mieux entre le baseball et les joueurs pour vraiment trouver une solution, il y a moyen de le faire, selon moi. Oui, historiquement, bon, les communications entre les joueurs et les propriétaires, ça n'a pas toujours été, en tout cas, ça n'a pas toujours été, ce qu'il y a de plus fluide. On espère que ce sera le cas les Non. prochains mois là, pour d'autres raisons, mais enfin, heu, moi, je me demande honnêtement, c'est pas une tempête dans un verre d'eau, cette affaire-là, parce que bon, oui, c'est vrai qu'on a tenté de tricher, puis dans 20 ans, on va trouver d'autres choses pour tenter d'avoir le dessus sur le frappeur ou le frappeur le dessus sur le lanceur. On va trouver des moyens. C'est un environnement compétitif et il y a déjà un gérant qui a dit: «Si j'essaye pas de tricher, c'est que j'essaye pas de gagner». J'irai pas jusque-là, mais tu comprends, on va prendre tous les moyens pour gagner, mais c'est juste que là, moi, je me demande jusqu'à quel point oui, on a des données, il y a des gens qui se plaignent effectivement que la rotation a peut-être quelque chose à voir avec la façon dont la balle bouge et peut-être même avec la vélocité. Est-ce que plus de révolution amène plus de vélocité? Probablement aussi moins de friction avec l'air. Donc, c'est pas impossible. Je suis pas un physicien pour répondre à cette question-là, mais chose est d'admettre que c'est assez pour préoccuper le baseball majeur. Mais Alain, l'autre aspect, c'est qu'on le fait parce qu'on a une bonne idée qu'il y a un très haut Oui, pourcentage des lanceurs qui l'utilisent. Tu sais, c'est pas là oui, 10% des gars qui oui. l'utilisent. Alors, c'est pour ça qu'on veut en arriver à dire, écoutez, les gars, là, c'est assez. Ça va être quand même intéressant. On a vu le MPP changer depuis le 5 juin. Ouais. Ça va être intéressant d'avoir un échantillon plus large, puis par la suite, ben, analyser tout ça. Et tu as mentionné le fait aussi qu'il fait plus chaud.
Souvent, les frappeurs, bon, la balle voyage un petit peu mieux. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir une influence? Toujours Mhm, est-il que de voir des balles en jeu, ben, c'est ce qu'on recherche de plus en plus. On le répète, mais avec la qualité des joueurs en défense, on veut voir des beaux jeux, on veut voir des voltigeurs qui plongent, on veut voir des joueurs d'arrêt court mhm, compléter des doubles jeux, mais on veut surtout voir des frappeurs mettre la balle en jeu. Et mhm. c'est ça, le nerf de la guerre, c'est ça. Trop de buts sur balle, trop de retraits sur des prises. Alors, c'est ça qui est, c'est là qu'on a été influencé Ouais. par tout ce qui se passe. Bon, parlant de joueurs excitants, on va parler de Vladimir Guerrero, Marc, qui en a mis une autre l'autre bord lors du match de lundi, dans un moment fort important. Écoute, 2 retraits, 9e manche, tu le releveur numéro un des meilleurs de la Ligue américaine cette saison. 1 point d'avance pour les Red Sox. Oups, tout d'un coup, c'est 1-1. Les Blue Jays ont perdu quand même, mais toujours est-il que c'était une présence, écoute, assez spectaculaire, celle de Vladimir Guerrero. Ses chiffres mentent pas. C'est le meilleur frappeur de la Ligue américaine présentement. Il n'est pas Du vieux. baseball. Du baseball, oui, je pense qu'on peut ajouter la Ligue nationale avec ça. On l'a vu à l'œuvre. C'est un gars qui est arrivé avec un gros battage. Ça a commencé au camp d'entraînement. L'an passé, les statistiques qui relevaient un certain talent, pour pas dire un talent certain là, dans son cas, c'est les balles frappées d'aplomb. Les balles frappées à 110 000 à l'heure et plus, il n'y a personne qui était proche de lui. Et pourtant, ça n'a pas été une grosse saison quand tu regardes globalement ces statistiques. Je ne sais pas si tu peux répondre sur le plan technique ou quoi que ce soit. Il y a peu de joueurs au cours des 10 dernières années qui sont arrivés avec un tel battage. Euh, il a perdu du poids, mais qu'est-ce qui fait que Guerrero est aussi bon? Bon, alors, évidemment, on sait qu'il a une puissance pure. Là, tu parlais de balles frappées d'aplomb. La balle sort du bâton régulièrement au-dessus de 100, même 105, 108 000 à l'heure. Alors, il génère avec ses mains une vitesse incroyable dans la balle. Ce qu'il a fait différent cette année, c'est qu'il vise le champ centre droit. Et lorsque je dis il vise, ça veut pas dire que la balle va aller au champ centre droit. Ça veut dire qu'il laisse la balle pénétrer un petit peu plus dans la zone de contact. Et là, ça lui ouvre le terrain. Souvent, les frappeurs de puissance, je dirais peut-être pas souvent, mais régulièrement, c'est qu'on veut tirer la balle. On veut frapper la balle, un frappeur droitier veut frapper la balle du côté gauche, un gaucher dans la. Bon. Mais Vladimir n'a pas besoin de faire ça. Il a autant de puissance dans l'allée droite que l'allée de gauche, et évidemment, le long des lignes. Alors, il a compris ça. Moi ce qui me fascine, c'est qu'il le comprend, c'est une chose, mais de l'exécuter, de le faire, c'en est une autre, à 22 ans. Je reviens souvent à son âge, mais c'est plus tard, après 6, 7, 8 ans d'expérience, qu'un gars vraiment devient, selon moi, le meilleur frappeur possible parce que là, il comprend son élan, comprend qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, réalise la vitesse qu'il a dans la balle. Il y a un paquet de choses qui fait que normalement, tu deviens un meilleur frappeur un peu plus tard dans ta carrière. Lui, il le fait à 22 ans. Alors là, au début de saison, laisse rentrer un petit peu plus la balle, vise beaucoup le champ centre, donc de ce qu'on appelle de gap à gap, donc d'aller à aller. Il ne veut pas tirer la balle le long des lignes nécessairement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la balle ne va pas aller là. Par exemple, le coup de circuit qu'il a frappé dans le match de lundi soir, c'est sur une balle courbe. Même si dans sa tête, il dit, je vais laisser la balle entrer un petit peu plus pour aller au champ centre droit, il a tiré la balle par-dessus le monstre vert à 451 pieds. Alors, ce que je veux dire par viser l'allée opposée, c'est vraiment de laisser cette balle le plus près possible du frappeur. Donc, il la voit cette fraction de seconde de plus et il est tellement rapide dans la balle que ça crée ce qu'on vit actuellement. Là, les gens vont dire, ouais, mais pourquoi tous les frappeurs ne font pas ça? C'est parce que ce n'est pas tous les frappeurs qui génèrent cette vitesse de main-là à la balle. Souvent, là, la grande différence, Alain, c'est pas compliqué, là, c'est à peu près la grandeur d'un bâton. Là. Un bâton qui est à peu près 32 pouces, là, c'est beaucoup moins, c'est moins de 3 pieds. Là. Ça, là, c'est ce que tu génères avec tes mains là, du moment où tu pars, puis tu t'en vas avec le contact avec la balle. C'est pour ça qu'il y a des gars dans le baseball majeur, puis il y a des gars dans le baseball mineur, puis il y a des gars qui n'atteignent pas le baseball professionnel, parce que c'est la vitesse qu'on génère là. Et lui, c'est de façon exceptionnelle qu'il le fait. Et en ayant une approche, en ayant un plan précis, écoute, c'est phénoménal ce qu'il est en train d'accomplir. Triple couronne actuellement dans la Ligue américaine. Puis de semaine en semaine, on se dit, bon, ben, à un moment donné, ça va finir par ralentir. Et je ne parle pas nécessairement au niveau de la moyenne au bâton, je parle en termes de qualité de contact. Ça continue. Et là, on a plus du tiers de la saison jouée. Tu le sais, Alain, les équipes ont pris des notes. Tout le monde a vu Vladimir cette année. On essaie de trouver des failles dans son élan. Et honnêtement, on n'est pas capable de le faire.
Donc, ça, c'est tout en son honneur et on espère chez les Jays, et dans le cas de Vlad, qu'ils puissent rester en santé, qu'ils puissent continuer à générer cette puissance-là, par exemple, à tous les champs. C'est pas impossible qu'il tombe dans un passage à vide, et là, ça sera le fun de voir comment il va s'en sortir. Mais pour l'instant, ce qu'il accomplit, selon moi, est tout à fait remarquable. Il est en avance. Je sais que c'est plate des fois de comparer ça, mais il est en avance nettement sur son père au même âge, et son père, on le sait, est un membre du Temple de la Renommée du baseball. Oui, ce qui va l'aider, c'est le rendement des joueurs qui sont derrière lui principalement. Si Oscar Hernandez continue de frapper, si Grichuk continue de frapper, on va être obligé d'affronter Guerrero. Et ça, c'était la force souvent des grands frappeurs là, qui ont accumulé des chiffres, c'est de ne pas avoir été seul dans l'alignement. Ah, puis écoute, puis si on parle de triple couronne, ça inclut les points produits. Donc, ce que Simeon, ce que Bichette font avant lui aussi devient donc aussi. drôlement. C'est vrai que c'est une affaire d'équipe, tout ça, mais oui, s'il est bien protégé, entre guillemets, ben oui, ça va faire en sorte que Vlad va pouvoir poursuivre dans cet élan. Les Jays vont frapper la balle. Bonne nouvelle aussi rapidement, parce qu'on sait que George Springer va amorcer quelques départs au niveau 3A. Alors, tu imagines si Springer se joint à l'équipe et qu'il ça va frapper. Il y a d'autres problèmes chez les Jays, mais je pense qu'au niveau de l'attaque, là, ça n'en sera pas un problème. Ton évaluation des premiers départs, Manoah avec les Blue Jays? J'adore. Et j'adore, et c'est pas seulement au niveau des résultats, l'attitude, un plan précis. Il ne se fait pas cogner. Il ne se fait juste pas cogner. Là, on affronte quand même de bonnes attaques là, au cours de ses premiers départs. Bel avenir, très bel avenir, maîtrise bien cette balle glissante. Mais encore une fois, ce que j'aime, c'est ce qu'il dégage. En confiance, certes, mais il n'a pas peur, ne craint pas. Il a l'air d'un gars que ça fait quelques années qu'il est au monticule présentement. Ouais. Très, très bonne nouvelle du côté des Jays de Toronto. Ceci étant dit, ça n'enlève pas le problème qu'on peut avoir présentement en relève. Et évidemment, je vais un petit peu écorcher, entre guillemets, Charlie Montoyo. J'aime pas tout à fait ses prises de décision récentes dans l'utilisation de ses releveurs. C'est pas lui qui lance. Il faut faire le travail, j'en conviens, là. Mais en même temps, je trouve qu'il ne se donne pas une chance de vraiment gagner. Tu sais, on pense souvent, je regarde dans le match de lundi, ben, un match à égalité en fin de 9e, tu n'utilises pas ton releveur numéro 1 qui est disponible. Tu dis, je vais l'utiliser seulement si on mène. Oui, mais bon, on peut revenir à ça. Chatwood, qui, les dernières sorties, ben, c'est but sur balle après but sur balle, a perdu le contrôle. C'est pas la première fois de sa carrière. Mais on insiste à le mettre, même si on mène seulement 5-2, puis là, on se fait rattraper, puis finalement, les Blue Jays perdent. Tu sais, dans la série contre les Red Sox, ils auraient dû gagner la série 3-1, au moins. Alors là, ça se termine 2-2 dans une équipe de la même division. C'est pas facile de gérer un personnel de releveur qui est pas nécessairement dans une bonne passe présentement. Mais j'aimerais voir Montoyo prendre quand même des décisions pour gagner et non de ne pas perdre. Oui. On manque cruellement à Merriweather et Boraki présentement, je pense, chez les Blue Jays de Toronto. Et pour revenir à la décision de la 9e manche, je me gratte encore la tête quant à la décision à rendre. Si tu prends l'avance, tu amènes Romano. Si tu es égal, tu amènes Dolis, alors que ça devrait être, à mon sens, tout à fait le contraire. Tu n'as pas le droit d'accorder un point quand c'est d'égalité. Il faut que ton meilleur soit là. Alors que si tu as l'avance d'un point, tu as le droit de donner un point. C'est pas fini à ce moment-là. Cette mentalité-là, Marc, demeure encore dans la tête de plusieurs gérants. Je le mets entre guillemets, gérants et organisation, parce que c'est pas toujours lui qui prend la décision. Mais Alain, ce qui m'a chatouillé, c'est que, et tu sais, on en parle souvent, que parfois, le sauvetage est en 7e, en 8e. Là, c'est le cas de la formation qui s'en venait en plus. Oui. Tu sais, si c'est frappeur 7, 8, 9, où tu dis, bon, Dolis a une bonne chance, les gars ne frappent pas trop dans le bas de l'alignement, tu dis, tu sais, il y a un plan derrière ça. Là, tu affrontes le cœur de la formation en plus. Alors, vas-y avec ton meilleur, si tu perds, tu vas avoir perdu avec ton meilleur. Si tu crées l'égalité, ben, tu as une chance d'aller chercher des points en 10e avec le coureur au 2e. Puis peut-être aller chercher une avance de 2 points, ou que là, Dolis peut travailler, ou un autre là, peut travailler avec un peu plus d'aise à ce moment-là, mais au moins, tu te donnes une meilleure chance de gagner. Alors, l'endroit où on est rendu dans le rôle offensif aussi devrait influencer grandement la décision du gérant. Oui, juste un dernier mot sur l'Est de l'Américaine, parce que je veux qu'on parle un petit peu des Red Sox de Boston. Je pense que la dernière semaine,
nous a laissé voir les faiblesses de cette équipe-là telles qu'on le voyait en début de saison. Je pense pas qu'on va tenir le coup très longtemps. Là. Bien franchement, là, les partants commencent à en donner un peu moins. La relève est coup-ci, coup-ça. Bref, les Red Sox qu'on est en train de voir, écoute, sur une longue, sur 162 matchs, inévitablement, tes faiblesses vont remonter. Puis je pense que c'est ça à quoi on vient d'assister. Ceci dit, on vient d'affronter Houston et Toronto. C'est pas comme si on avait affronté Détroit et Pittsburgh. Là. Exact. Moi, je pense que les Red Sox sont encore dans le coup, mais effectivement, on Mhm. sent que c'est pas aussi facile qu'en début de saison. Par contre, Chris Sale va probablement revenir éventuellement. Il y a des bonnes nouvelles quand même Mhm. dans un avenir relativement rapproché qui va pouvoir aider l'équipe aussi. Mais la question que je me pose, c'est que si on réussit, Alain, au cours, exemple, je ne sais pas moi, les 2 prochaines semaines, on tient le coup, on joue plus que 500. euh, on va aller où du côté de la direction à la date limite des transactions? Mhm. Est-ce qu'on va être tenté d'aller faire une transaction pour 2021 ou est-ce qu'on va prendre Ouais. une décision pour dire, parce qu'il y a un plan là, du côté des Reds, j'espère en tout cas qu'il y a un plan qui va leur permettre que, bon, normalement, on veut gagner, mais est-ce que c'est tout de suite qu'on veut gagner alors qu'avec la saison qu'on connaît, ça peut changer les données. Alors je pense que les 2 prochaines semaines vont être assez importantes pour les Red Sox, à savoir comment on va se positionner pour la saison 2021 dans cette division Est-là. Les Yankees vont pas tellement bien. Est-ce qu'on sent qu'une fenêtre à ce moment-là, même si les Rays vont bien? Alors, il y a beaucoup Ouais. d'éléments qui doivent être pris en considération pour les décisions qu'on va prendre au cours des prochaines semaines. Ouais, le seul problème, c'est que les Red Sox n'ont pas grand-chose à donner. Et ce qu'on a, je pense qu'on Il va. y a ça. Je parle dans les ligues mineures, là, et ce qu'on a, on va peut-être s'organiser pour le garder pour ne pas retomber dans le troisième tiers des équipes, en tout cas des équipes les moins garnies quant au réseau de filiales. Parlant du match de lundi, il y en a un qui a réussi un coup de circuit dans une côte perdante, Patrick Wisdom, une autre longue balle contre les Mets de New York. La semaine précédente avait été nommé le joueur de la semaine. Donne pas le choix, David Ross. Écoute, je frappe, tu me fais jouer. C'est pas plus compliqué. Il y a plusieurs absents à l'avant-champ chez les Cubs de Chicago. Puis Wisdom s'est dit, vous ne m'enlèverez pas de l'alignement. C'est un peu comme ça que ça se passe. Là. Oui. Ben absolument, absolument. Écoute, regarde, le gars a 29 ans, il a finalement une chance de jouer dans le baseball majeur. Il l'a saisi. Puis là, une fois que tu y goûtes au baseball majeur, excuse, mais tu veux pas tu veux pas retourner en arrière. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, Alain, tu regardes statistiquement ce qu'il réalise. Il a grandement aidé Mhm. cette belle séquence des Cubs de Chicago. Alors, il a sa place. C'est tant aussi longtemps qu'il va frapper. C'est sûr que c'est fragile, tout ça, parce que là, s'il tombe dans un long passage à vide, on va dire, bon, mais ça a duré le temps que ça a duré. Mais là, lui, il veut justement que ça puisse aller plus loin, toute cette affaire-là. Puis là, tu regardes les équipes qui l'ont laissé aller au cours des dernières années, puis tu te dis, bon, est-ce qu'on a encore passé à côté de quelqu'un qui finalement est en train de brouiller les cartes? Mais chose certaine, c'est ce genre d'histoire que je trouve beau dans le baseball. C'est pour ça que le Mhm. baseball est un peu romantique Ouais, parfois à ce ouais, niveau-là. Tu sais, un joueur qui a fait son temps dans les ligues mineures, a changé une couple de fois d'organisation, probablement qu'il sait à l'intérieur de lui-même qu'il est capable, puis là, finalement, oups, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis lui, ouais. il saute dedans. Ça, je trouve ça magnifique. Bon, c'est un beau problème pour David Ross, les Cubs qui vont quand même bien. Et les Mets aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on va rejoindre les Mets. Ça, c'est une discussion qu'on aura éventuellement, Marc, mais pour revenir à Wisdom, c'est un ancien prospect des Cards de Saint-Louis. Et là, ça m'amène à cette organisation-là. Il y a eu des commentaires qui ont été émis. Je t'avoue, je vais t'expliquer ma position là-dessus. Non, les Cards ne vont pas bien. Ils ont glissé en bas de 500. Mais sur le long terme, c'est une organisation qui a eu du succès depuis fort longtemps, avec un réseau de filiales qui a fourni des joueurs. Là, la question qu'on se pose chez les Cards de Saint-Louis, c'est qu'on a perdu des joueurs de qualité qui s'illustrent ailleurs de façon assez spectaculaire. Moi, je dis, il faut faire attention, Marc, et je sais que tu vas m'amener des noms, puis je vais te laisser aller sur Grichuk et Lance Lynn, notamment, des joueurs qu'on a laissés aller. Mais moi, je vais revenir sur 3 transactions que les Cards de Saint-Louis ont réalisées au fil du temps, sur lesquelles, à première vue, ils paraissent pas très, très bien. Bon, première des choses, Marco Gonzalez, qui est un des bons lanceurs de la Ligue américaine. On le connaît peu parce qu'il est avec les Mariners de Seattle.
mais c'est un bon partant. Les Cards en auraient besoin présentement. Il faut se rappeler que pour Gonzalez, on a obtenu Tyler O'Neill. Et Tyler O'Neill, on l'a fait en fin de semaine, Marc, tu l'as mentionné souvent, sa puissance ne fait pas de doute. Ouais. Même avant que la saison commence, on avait dit c'est peut-être la saison où il va éclore, mais c'est exactement ce qui arrive. Même l'équipe avec 15 coups de circuit, le champ gauche est à lui. Donc, on s'est échangé des prospects. Pourquoi Gonzalez est parti? Parce que les Cards avaient un surplus de jeunes bons lanceurs. Carlos Martinez était là, on savait que Flaherty s'en venait. Il y avait Dakota Hudson, d'autres lanceurs qu'on a échangés. Luke Weaver, par exemple, qu'on a échangé justement pour avoir Paul Goldschmidt. Bref, Alex Reyes, qu'on pourrait nommer. On avait un surplus de bons jeunes lanceurs. Puis, regarde, ça n'a peut-être pas été comme on voulait, mais on a échangé un surplus pour un besoin. Bon, ça, c'est la première transaction. Luke Voigt, je te pose la question, tu pourrais y répondre tantôt. Si tu avais dit aux Yankees de New York que Giovanni Gallegos était pour lancer de la façon qu'il le fait présentement avec les Cards de Saint-Louis, est-ce que tu penses que les Yankees auraient complété cette transaction-là contre un gars qui n'avait rien fait dans le baseball majeur parce qu'il n'avait pas eu sa chance? Mais est-ce que tu penses que les Yankees auraient changé un releveur de cette... Je ne le pense pas. Donc, moi, cet échange-là, je me garde une petite gêne. Et l'autre transaction, tu devineras c'est laquelle, c'est Randy Arozarena. Regarde, il est spectaculaire. Il y a des saprées bonnes chances que les Rays vont gagner cette transaction-là. Je suis le premier à l'admettre. Mais attendons, Matt Liberator est un très bon jeune prospect avec les Cards de Saint-Louis. Ça paraît mal pour les Cards au moment où on se parle, compte tenu de ce qu'Arozarena a déjà accompli dans le baseball majeur. Je vais attendre un peu, mais même si ça ne paraît pas très bien pour les Cards de Saint-Louis. Tout ça pour dire que quand on fait une transaction de ce genre-là, il faut faire attention. Puis dans le cas d'Arozarena, là aussi, un peu comme dans le cas de Tyler O'Neill, on avait un surplus de voltigeurs. On avait déjà Tyler O'Neill qu'on venait d'acquérir. On voulait de la puissance. Harrison Bader s'en venait. Puis on savait que Dylan Carlson allait être un voltigeur régulier éventuellement. Tout ça pour te dire que les Cards, avec le réseau de filiales, ont fait des changements pour améliorer l'équipe. C'est vrai que ça paraît mal par moment, mais je trouve ça dangereux qu'on remette en question une façon de faire qui, à long terme, a été très profitable aux Cards de Saint-Louis. C'est là que je voulais m'en venir, Marc. Je te laisse aller sur Ben, cette remise en question qui est correcte. Ben, en fait, écoute, tout ce que tu as dit est tout à fait exact. En fait, ce sont les Cards eux-mêmes qui se remettent en Oui, question, là. C'est c'est ça. c'est pas le baseball qui disent, ben là, tu sais, c'est les Cards eux-mêmes qui disent, est-ce qu'on devrait Oui, revoir, revisiter la façon d'évaluer les joueurs qu'on a, là. Je parle pas des jeunes joueurs qu'on oui, va au repêchage. On les a dans l'organisation. Est-ce qu'on les évalue d'une bonne façon? Parce que c'est vrai de mentionner qu'il y a des transactions. Bon, tu parles de Gallegos, Luke Voigt et tout ça. Ça reste quand même que, en fait, si je lis un peu entre les lignes des propos de l'organisation des Cards, c'est que on a l'impression qu'on avait le meilleur sur ces transactions-là, puis que finalement, ben, on n'a pas le meilleur tout le temps, et que le joueur qu'on a échangé, en fait, c'est là la question, c'est que le joueur qu'on a échangé en donne beaucoup plus que ce qu'on avait, nous, anticipé. Alors, tu sais, tu as raison de dire, ben, on n'a pas Arozarena, mais on avait Dylan Carlson qui s'en venait, puis tu sais, Bader, il s'en venait. Donc, il y avait une logique derrière ces transactions-là. Là. oui. Mais le fait que ces joueurs-là se sont développés pas mal plus que ce que les Cards avaient anticipé, là, c'est là qu'on se questionne un peu. Alors, est-ce que ce qui est à revoir, c'est vraiment, est-ce qu'on veut être un peu plus patient? Est-ce qu'on veut peut-être évaluer d'une manière différente les gars qu'on a en place? Parce que c'est pas une science exacte, là. C'est comme le Mhm. repêchage. Tu sais, à Rosarena, on l'avait dans l'organisation. Luc Voigt, écoute, c'est un gars local, c'est un gars de Saint-Louis. On l'avait dans notre cours. Alors, est-ce qu'on a manqué? Où est-ce qu'on a manqué? En fait, c'est plus la question pourquoi notre évaluation était si différente là, par rapport au rendement qu'on voit. Alors, moi, je trouve ça quand même sain. Je suis d'accord avec toi Oui, que les Cards ont un beau passé, qu'ils sont capables de faire des transactions, puis qu'ils ils ont été actifs. Mais je trouve ça quand même sain de dire, OK, c'est correct, on a un bon réseau, évidemment, au niveau du repêchage, des dépisteurs, on a une belle organisation. Est-ce qu'on peut se poser la question pour être un peu meilleur, peut réévaluer la façon justement qu'on évalue? Moi, je trouve ça correct de faire. Puis je trouve ça bien qu'une organisation même est publique avec ça.
On ne s'est pas Mhm. caché là, on est vraiment allé de l'avant. Alors, tant mieux. Je pense que c'est une organisation qui se respecte, puis ça sera à voir au cours des prochaines années ce qu'on va faire. Mais chose certaine, au moins, on est en train de faire nos devoirs du côté de Saint-Louis. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus et j'ai juste peur qu'on aille trop loin compte tenu des succès récents des Cards de Saint-Louis. On n'a pas de mauvaise équipe, là, mais n'importe quelle formation qui perd ses 2 lanceurs partants, ça se peut qu'à un moment donné, ça commence Mm. à paraître. Puis il y a quelques autres joueurs importants qui ne sont pas là non plus. Son meilleur voltigeur défensif n'est pas là. En défense, les Cards ne jouent pas de la si bonne balle que ça. C'est pas les Cards de Saint-Louis qu'on connaît généralement, qu'on voit. Ça peut être inquiétant. Les blessures peuvent en expliquer une partie. Oui, ça se peut qu'on ait mal évalué des joueurs, mais les décisions qu'on a prises, je trouve, bon, elles avaient une logique. C'est pas comme si on ne sait pas où on s'en va. J'ai juste peur qu'on aille trop loin. C'est ma principale préoccupation chez les Cards de Saint-Louis. Ce qui est dangereux dans les cas de même, c'est que là, on voit les Cubs qui vont bien, les Brewers qui Mhm. vont bien. Alors là, faut juste pas paniquer. Tu as parlé d'une longue saison Ouais. tantôt, tu as parlé des Red Mhm. Sox. Ça allait bien. Bon, alors c'est le même constat avec les Cards. On s'attendait à une bonne saison des Cards. Faut juste pas paniquer parce qu'on est dans un passage à vide d'une quinzaine de matchs. Tu sais, sur les Ouais. 162, tu sais, on s'attend à ce que Goldschmidt se replace un petit peu plus. Il y a des choses qui peuvent s'en venir intéressantes. Mais effectivement, c'est bon de se questionner, mais il faut être prudent dans les gestes qu'on doit Ouais. poser. Puis on en a des preuves là, avec certaines transactions. Oui, évidemment, bon, Lance Lynn, Grechuk, c'est vrai que, bon, ces deux-là, on l'a peut-être échappé. Grechuk, c'est un salaire qu'on voulait donner. On n'a absolument rien obtenu en retour. Dominique Léoné est un joueur de Ligue mineure qui n'a jamais joué et qui n'est même plus dans l'organisation des Cars de Saint-Louis, de toute façon. Euh, bon, Lynn, je pense que c'est carrément de mauvaise évaluation. Il n'y a personne qui prévoyait que ce gars-là allait se développer de cette façon-là comme lanceur partant, là. Non, ouais, puis honnêtement, les Cards ne sont pas les seuls à l'avoir, tu sais, parce que tu Ouais, regardes le salaire qu'il a obtenu sur le marché des joueurs autonomes, c'était pas ouais, c'était pas le lanceur le plus convoité là, sur le marché. Donc, ouais, effectivement, mais il a quand même réalisé de grandes choses depuis qu'il a quitté Saint-Louis. Alors, ouais, la question se pose quand même, est-ce on ouais, l'a échappé quelque part? Est-ce qu'on aurait pu nous-mêmes le développer pour qu'il devienne ce lanceur-là? ouais. Bon, je pense que c'est correct de se poser la question. Ouais. Bon, bouton de panique, ben, il y a une équipe que je pense qui a pesé dessus, ce sont les Diamondbacks de l'Arizona et le gérant Torrey Lovello. C'est sa décision de faire en sorte que les deux instructeurs des frappeurs soient partis, Eric Hinsky et Darnell Coles. Je pense que Lovello regardait un petit peu pour voir si sa tête ne serait pas la prochaine à sauter avec les Diamondbacks. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. On a de bons éléments quand même, quelques bons jeunes lanceurs. Carson Kelly, qui s'illustre comme un des meilleurs receveurs cette saison dans le baseball majeur. Ketel Marté, bon, blessé un peu, mais quand il est sur le terrain, écoute, il fait un travail absolument admirable et qu'on le mette à l'avant-champ comme voltigeur, il fait le travail défensivement. Ses cotes sont bonnes à toutes les positions où on l'utilise. Mais là, je viens de faire le tour à peu près des aspects positifs des Diamondbacks de l'Arizona. Ça ne va pas du tout. C'est Ouais. peut-être une des, sinon la pire équipe, en tout cas dans la Ligue nationale cette année. Est-ce que c'est le temps de faire un grand ménage là-bas, là? Bon, puis écoute, en plus, le directeur gérant qui a quitté, malheureusement, qui est son épouse Oui, qui est très malade actuellement. Alors, il n'y a rien, il y a rien qui va très bien dans l'organisation des Diamondbacks actuellement. Il y a même le commentateur Brandley qui a eu des commentaires, rappelle-toi, une couple de semaines à ça, déplacé. qui a, qui a- qui a- qui a quitté évidemment pendant bon, quelques jours là, pour aller réfléchir à ce qu'il avait dit. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de rose présentement, effectivement, dans le cas des Diamondbacks de l'Arizona. Et tu sais, je ne sais pas, Alain, on n'est pas dans les bureaux, mais tu sais, ça serait tentant de dire, OK, on recommence à zéro, qu'est-ce que vous voulez, on retourne à la planche à dessin, qu'est-ce qu'on s'en beau avec ça, mais en même temps, on a des éléments en place, tu as parlé de quelques joueurs, c'est pas évident. Chose certaine, il y a pas mal d'équipes parce que la date limite des transactions, veut pas, s'en vient. Alors, le Mhm. téléphone doit quand même sonner pas mal du côté des Diamondbacks à quelques égards. On est toujours à la recherche de releveurs. On a parlé des problèmes des voltigeurs de certaines équipes. Alors, c'est sûr que si les premières Ouais. équipes qu'on va regarder, ce sont les Diamondbacks, les Pirates, des équipes comme ça. Euh, c'est difficile de recommencer encore à zéro parce que les Diamondbacks, il n'y a pas si longtemps, on luttait quand même. Tu sais, pour jouer 500, on était capable de manœuvrer dans tout ça, dans cette division ouest-là.
Écoute, c'est une saison vraiment misérable. On est en train de battre des records de médiocrité, ce qui n'est pas évidemment Ouais. ce qu'on recherche. Difficile à dire, Alain. Moi je sais que le côté facile, ça veut dire, écoute, on fait le ménage, oui, on s'est débarrassé d'une couple d'entraîneurs, mais on a un nouveau personnel, on amène des nouveaux visages, on amène une nouvelle Ouais. philosophie. Peut-être que ce sera la solution, mais les Diamondbacks qui n'ont pas le pire réseau de filiales, n'ont pas le meilleur non plus, c'est pas si mal. Il y a quelques joueurs qui s'en viennent, mais rien pour se dire. Mhm. Il n'y a pas un Vladimir Guerrero Junior là, qui s'en vient Ouais. demain matin non plus. Alors, c'est pas des décisions faciles là, à prendre. Puis, j'aime pas ça qu'après un tiers de la saison, on puisse déjà cibler quelques équipes qui n'ont aucune chance. De toute évidence, les Diamondbacks n'ont aucune chance cette année, là. Oui, ben, surtout dans cette section-là, là, où il y a deux équipes qui, nettement, avant même que la saison commence, on les voyait partir. Puis il y en a une troisième qui a décidé de s'inviter au party sans carte d'invitation, les Giants de San Francisco. Donc, écoute, il va falloir jeter un petit coup d'œil sur cette équipe-là. David Peralta va-t-il terminer la saison avec les Diamondbacks? J'en doute énormément. Et si quelqu'un veut mettre la Moi main sur aussi. Ketel Marté, c'est peut-être la meilleure carte pour obtenir de bons jeunes en retour parce que c'est probablement, je dirais, l'actif le plus intéressant pour une équipe qui serait dans la course. Oui, parce que tu as parlé de sa polyvalence. Tu peux le mettre Oui, en plus. partout, champ intérieur, champ extérieur, pourrait devenir un joueur clé, mais encore une fois, Oui, est-ce que tu pourrais bâtir autour d'un gars comme ça si tu décides de recommencer? Alors, à voir. oui, évidemment, si lui-même est intéressé. Bon, écoute, Marc, tu étais un gars rapide, tu courais les buts quand même, puis tu te rendais sur les sentiers assez régulièrement, mais là, selon certains qui couvrent les actualités du baseball majeur et même des gens qui sont autour, qui gravitent dans le baseball majeur, semble-t-il qu'on n'a jamais couru aussi mal les buts que cette année. Même Dusty Baker a indiqué que c'était gênant. Je ne sais pas ce que tu as constaté. Bon, on a vu quelques chiffres chez les Yankees de New York, qui est peut-être l'équipe la plus coupable dans ce sens-là. Je veux juste préciser une chose, c'est que oui, on a mis beaucoup moins l'accès sur les courses sur les buts. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se rend sur les buts, ben, sans dire qu'on est les bras croisés puis on attend le circuit de 3 points, c'est un peu la philosophie des équipes maintenant. Si les frappeurs, ils vont pour la longue balle, tu peux t'imaginer qu'on veut qu'il y ait de plus de coureurs possible en minimisant le risque que ces coureurs-là se fassent retirer. Donc, on est de plus en plus conservateur. Ceci étant dit, quand on est sur les sentiers, est-ce que tu constates quand même, je te dirais, une certaine négligence quant à la formation des coureurs? La réponse est oui. Je vais comparer ça, Alain, à la qualité des amortis sacrifices qu'on voit dans le baseball. Mhm, On ne s'exerce pas. On a pris à la légère la course sur les buts. Et lorsque je parle de course sur les buts, je ne parle pas de vol de but, là. mhm, Ce que je dis souvent, là, c'est que. Puis tu as raison de mentionner que le style du baseball. Ah, ben là, je suis au premier but, puis j'ai un frappeur de. Mon coéquipier, c'est un frappeur de puissance. Combien de fois on fait nos reportages, Alain, puis il y a un mauvais lancer qui s'en va à 10, 12 pieds du receveur, puis que le coureur avance pas de 90 pieds? Ça arrive souvent, là. Et moi, je dis souvent, faut que tu l'anticipes. Et l'anticiper, c'est quoi? C'est d'avoir un bon deuxième écart. Le deuxième écart au baseball, bon, vous savez, le joueur prend son premier écart, le lanceur fait sa pause, et là, il va lancer vers la marbre. Mais il y a un deuxième écart que tu dois faire à ce moment-là où tu as les pieds en mouvement lorsque la balle arrive dans la zone de contact. Et là, si la balle est frappée, bien évidemment, je peux avoir un meilleur départ. Je peux avoir une meilleure réaction sur la balle. Je fige s'il y a une balle frappée en flèche pour tenter de revenir. Mais tu vois ce que je veux en venir? Alors, on a négligé cet aspect-là du baseball de façon honteuse, je te dirais. Alors, tu sais, avant, là, on valorisait les équipes qui passaient du premier au troisième. Tu avais l'impression qu'il y a des équipes, là, peu importe le coup sûr était frappé où, peu importe ce qui était d'aplomb, on passait du premier au troisième parce qu'on était prêt, parce qu'on l'anticipait, parce qu'on court bien les buts. Je ne parle même pas de vitesse, là. Je parle de bien courir les buts. Donc, d'avoir un bon deuxième écart, d'avoir un bon angle de course lorsqu'on contourne les buts, de connaître qui sont justement les voltigeurs, où sont placés mes voltigeurs. Tu sais, aujourd'hui, là, tu arrives au premier but, Alain, là, moi, je me souviens, là, puis c'est pas. Je me donne comme exemple parce que je l'ai vécu, là. J'étais au premier but, là. J'étais un voleur de but. Mais la première chose que je faisais, là, tu sais, je regardais où sont situés les voltigeurs en relation avec qui était le frappeur suivant.
Le frappeur suivant, si c'est un frappeur de puissance, ben, tu vois que les voltigeurs vont reculer un petit peu plus. Si c'est un gars qui frappe que des simples, tu vas voir les voltigeurs avancer. Donc, il fallait que je regarde sont où les voltigeurs pour réagir sur la balle une fois qu'elle est frappée. Aujourd'hui, là, c'est correct aussi, là, mais les gars jasent avec le premier but. On installe notre gant de faux, on enlève notre protecteur à la cheville, on jase un petit peu, puis là, il faut prendre un écart. Il n'a jamais regardé son haut les voltigeurs. Tu comprends? Je trouve qu'on a négligé cet aspect-là du baseball qui était très valorisé dans les années 80-90. On était prêts, on voulait prendre de 90 pieds de plus, qui était important parce que, oui, on fabriquait plus de points à l'époque qu'au lieu d'attendre la claque de 3 points. Mais je trouve ça tellement malheureux parce que les Yankees, c'est l'exemple parfait. Parce que oui, normalement, parce que pas cette année actuellement, mais normalement, on frappe beaucoup de coups de circuit de 2 puis 3 points, puis on attend, puis tu l'as dit, d'être prudent. Mais d'être prudent, ça ne veut pas dire d'être mauvais puis d'être lent sur les buts ou de réagir tard. Et c'est là que je trouve qu'il y a des mauvaises habitudes. Écoute, tu sais, je ne veux pas taper sur le clou d'un Gary Sanchez ou des gars de même, mais c'est affreux leur course sur les sentiers. Tu regardes au deuxième but, là, tu devrais avoir un bon premier écart, premièrement, parce que c'est un peu plus facile, un peu plus difficile de te retirer, avec un pivot du lanceur. Mais prends un bon deuxième écart pour, si la balle est frappée, tu sais, combien de jeux serrés au marbre, puis on néglige de regarder des fois le départ du coureur au deuxième. C'est là que ça s'est passé. Là. Le jeu au marbre, là, il a perdu 2 pas là, avec un mauvais départ au deuxième. C'est là que ça joue. Donc, puis tu as remarqué, là, je parle jamais de vitesse. Je parle juste d'exécuter, de faire ton travail. Puis moi, ce que je dis souvent, puis là, je dis à des jeunes joueurs, mais je l'ai entendu dans le baseball professionnel, tu as 4 ou 5 présences au bâton par match. Quand tu as un excellent match, tu es 4 fois sur les buts. Puis si tu as un bon match, tu es 2 fois sur les buts. 2 fois sur les buts, là, mettons 2 en 4, c'est un bon match, ça. Tu es 2 en 4, tu peux-tu, là, pendant tes 2 présences sur les buts, faire un bon deuxième écart, regarder son haut et voltigeur, faire ces petites choses-là qu'on enseigne beaucoup aux plus jeunes, mais on dirait qu'on arrive en haut dans les styles de jeu actuels où on dit, c'est pas toutes les équipes qui sont mêmes, là. Mais les Yankees sont comme ça. Il y a d'autres équipes qui ont une tendance aussi d'être d'être pas vif sur les sentiers, de ne pas être prêt ou de ne pas anticiper le fameux mauvais lancer qui pourrait te permettre de changer la manche complètement. Là, je suis au premier but, j'ai un gars qui est susceptible à frapper des roulants pour un double jeu. Hey, si j'ai une balle au sol, là, je vais l'anticiper. Puis si je l'anticipe, je vais dire une chose, Alain, si tu fais un deuxième écart puis tu anticipes une balle au sol, la balle n'a pas besoin d'aller à 15 pieds pour que tu prennes le deuxième but. Pour que le receveur se déplace, puis qu'il pivote, puis qu'il lance au but, c'est pas évident. Donc, ça, c'est un aspect du baseball qui, malheureusement, a beaucoup changé. J'espère qu'on va revenir à ça pour éviter des courses sur les buts qui sont atroces. Oui, et dans le fond, les théories, bon, on parlait des Yankees qui carburent beaucoup au coup de circuit. Et c'est clair, il y a des chefs qui démontrent que sur les sentiers cette année, on est très statique. On pourrait avoir les 2 pieds sur chacun des coussins une fois qu'on les atteint, puis écoute, ça reviendra à peu près au même. Là. L'image est très belle. L'image que tu viens de donner est excellente. Oui, parce qu'on n'a pas cette étincelle ou cette intention de prendre le but suivant, tu as l'impression. Puis ça vient vous coûter cher. On était déjà rendu à une vingtaine de coureurs du côté des Yankees. Là. Avant la dernière semaine, il y avait une vingtaine de coureurs déjà pris sur les sentiers. C'est énorme, ça, avec seulement un tiers de saison de jouer. Oui. Oui, on ne court pas très bien. On attend ce fameux circuit de 3 points-là. On se dit, bon, ben, 90 pieds de plus, bon, on va le marcher s'il y aura un coup de circuit. C'est à peu près la façon dont on réagit présentement chez les Yankees de New York. Marc, ça complète ce balado. Donc, écoutez, on va suivre ce qui se passe. Juste vous dire, on parlait de Vladimir Guerrero tantôt, ben, il y a des bonnes chances que ce soit lui qui obtienne le plus de votes en vue du match des étoiles du baseball majeur qui aura lieu le mois prochain au Colorado. Et semble-t-il que, bon, il sera mandaté pour participer au concours de court-circuit. Pete Alonso, lui, a dit qu'il y serait pour défendre son titre. Donc, ça devrait être de bon augure pour ce match des étoiles. Je sais pas comment tu l'entrevois, Marc, mais j'ai comme l'impression qu'au Colorado, aussitôt qu'on va frapper la balle dans les airs, là, on va établir quelques records. Là.
Ouais, je sais que toi, tu l'anticipes, en tout cas, d'avoir des Oui, records. oui, Ben, certainement. ça va être Bon, le fun. Je pense que enfin, un concours, évidemment, une compétition de circuit, c'est pour voir des coups de circuit. Alors, je pense qu'on va être gâtés oui, cette année. Et oui. puis honnêtement, heureusement pour les partisans des Rockies, parce qu'ils n'ont pas, eux, à célébrer grand-chose cette année. Non, pas tout à fait. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt tout le monde. Bye bye.